Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va assister aujourd'hui à une petite présentation d'Emar. Il faut comprendre qui est Emar pour pouvoir le présenter aux clients, savoir comment Emar est situé sur le marché à Dubaï, connaître le fondateur, connaître l'histoire aujourd'hui pour vendre quelque chose, pour proposer quelque chose à un client. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est surtout une histoire d'un promoteur, une histoire de quelqu'un. C'est pour ça qu'on va présenter Emar. Très peu de personnes proposent Emar sur le marché francophone et d'ailleurs les Français sont dans le top 10, on va le voir dans tous les cas juste après. Donc voilà, je commence. Le petit sommaire. Donc avant de commencer par Emar, c'est d'abord connaître qui est le fondateur, Mohamed Alabar, pas Mohamed le caméraman, qui est un visionnaire derrière le développement de Dubaï. Donc cette personne-là, elle est très influente, on va le voir juste après. Donc derrière, on va présenter Emar Property, donc le groupe, la holding d'Emar, pas seulement juste un building ou un quartier, mais savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette enveloppe-là. Donc présenter quelques projets emblématiques aussi, qui est le Burj Khalifa, Dubai Mall et quelques réalisations dans les quartiers. Ensuite, on va présenter les différents quartiers dans Dubaï, ce que Emar a construit, a propulsé sur le marché. Donc focus avec les dates de lancement et derrière, le plus important pour un investisseur et même pour des habitants, ce sont les chiffres. Donc après les quartiers développés par Emar, on va présenter les chiffres, les ventes, les parts du marché, les performances d'Emar sur le marché et à la fin, pourquoi Emar. Qualité, fiabilité, valorisation patrimoniale. Donc avant de commencer par Emar, moi je voulais m'attarder sur ce personnage, sur cette personne très influente sur le Dubaï. Pour moi, je le mets juste après, dans tous les cas, je vais le décrire. Je le mettrai près du Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, qui est le cheikh de Dubaï. Cette personne-là, c'est vrai que certaines personnes pensent que c'était un milliardaire à la base. Il est parti, c'est vrai, de rien, quand vous regardez la biographie de la personne. C'était un jeune enfant, son père il était juste navigateur, il travaillait dans le commerce, les anciens bateaux traditionnels qui sont à Bourg-Dubaï, que vous le voyez aujourd'hui, faire du transport vers l'Iran, vers tous les pays voisins. À la base, c'était un commerçant, donc il accompagnait son père dans ses road trips. Pour le coup, il voyait comment ça fonctionnait, c'était une famille de commerçants. Et aussi, il avait aussi une aptitude dans les maths, c'est-à-dire qu'il avait vraiment un gros niveau en maths. C'est pour ça que derrière, il a fait des études dans les finances à Seattle, aux États-Unis. Donc il est parti dans les années 80 faire ses études à Seattle et il a eu son diplôme en finance et gestion des affaires. Donc après les années 80, il est revenu à la source. C'est ce qui fait la force aujourd'hui des Émiratis, c'est que quand ils partent faire des études à l'étranger, ils reviennent à la source. Certains pays, quand ils ont des gros étudiants, des grosses personnes avec des grosses performances, ils servent le pays où ils ont étudié. Donc la marque de ce pays-là, en fait, les Émirats, ils sont très peu. Ils ont l'avantage d'avoir ces personnes-là qui reviennent au pays pour promouvoir le pays, pour développer le pays. D'accord ? Donc de retour à Dubaï, depuis les années 90, il a été conseiller économique du gouvernement depuis les années 90. Il est encore dans cette fonction-là. Il a commencé par le poste de directeur du département du développement économique de Dubaï, à la base. C'est pour ça qu'on va comprendre juste après pourquoi il a créé Emar, parce qu'à la base, dans cette fonction-là, en fait, c'est qu'il a fait des appels d'offres. Donc, comme il était dans les finances et dans les affaires, il faisait des appels d'offres, donc il faisait venir des investisseurs à Dubaï, aux Émirats en général, pour investir dans le pays. Donc, c'était une localisation émergente à ce moment-là, mais pas très fiable à ce moment-là, dans les années 90. D'accord ? Donc, directeur du département de développement économique de Dubaï. Il est aussi membre du conseil exécutif de Dubaï, d'où aujourd'hui on étudie le plan 2040, le plan de Dubaï 2040, qui prévoit tout, l'urbanisme, le transport, donc les routes, le développement des routes, le développement des hôtels, le développement donc, touristique et aussi la transformation de Dubaï de l'après-pétrole. Donc cette personne-là est visionnaire, elle est auprès du cheikh, auprès du gouvernement pour justement accompagner le gouvernement dans une transformation et faire
et faire de Dubaï un hub mondial. D'accord. Donc aussi, il est actif au sein du Dubai World Trade Center. C'est ce qui gère les entreprises et les zones franches et les commerces internationaux. Donc DP World, tout ce que vous voyez dans les ports, que ce soit à Jebel Ali, que ce soit aujourd'hui à Mina Rachid, Maritime City, cette personne-là est derrière quand même les décisions en fait, de toute la stratégie de Dubaï. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Derrière, après, je vais un peu plus développer ce qu'il est. C'est un visionnaire, il ne se limite pas à l'immobilier, pas seulement Emar, mais par contre, c'est une personne dans les finances, c'est un businessman. Il a créé du coup Noon. Enfin, Emar, je ne vais pas donner de date pour l'instant, je vais juste le présenter après. Mais il est fondateur d'Emar depuis 1997, mais derrière, je vais donner plus de détails. Noon, aujourd'hui, qui est le concurrent direct à Amazon. Il avait compris que Amazon se déportait dans le monde entier. Sauf que lui, il s'est dit, aujourd'hui, on veut garder ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc c'est pour ça qu'il a créé Noon avec un fonds souverain saoudien, des levées de plus d'1 milliard de dollars pour débuter l'aventure. Et aujourd'hui, on en est entre 200 et 500 millions de chiffre d'affaires sur l'année 2024 contre plus de 739 millions de dollars en 2024 par Amazon. C'est pour ça qu'eux, ils font des études à l'étranger pour faire revenir un petit peu le savoir-faire international au pays. Et donc, autant il y a l'argent, il y a des fonds d'investissement, il y a l'intelligence des personnes. Donc, autant créer en fait ces sociétés-là et que ça soit du local au lieu d'exporter en fait les finances à l'étranger. Donc, nous, aujourd'hui, il est présent dans le territoire, on ne peut pas s'en passer. Ce n'est pas seulement des commandes high-tech, des ordinateurs, des téléphones, mais on peut plus passer, on peut commander quelque chose en moins de 15 minutes, qui est inexistant généralement dans le monde entier. En 15 minutes, on peut avoir une commande. Je peux faire l'exercice juste maintenant. Il y a aussi la nourriture. Donc, on a accès aux restaurants, aux snacks. On a aussi accès aux supermarchés, aux grandes superficies. Donc, en fait, tout y est Noon. C'est une application à part entière, complète, qu'on utilise dans la vie de tous les jours aux Émirats. Derrière, on a RSH Middle East, donc Moyen-Orient, c'est de la distribution. Il n'est pas que dans l'immobilier, c'est ce que je disais, c'est qu'il s'est diversifié, il diversifie son portefeuille. Ce n'est pas sa fortune personnelle, bien sûr, hein. Tout le monde croit qu'il est milliardaire. Oui, il est milliardaire aujourd'hui grâce aux résultats des sociétés. Il a plus de 2 milliards 3 de fortune personnelle. Et que 20 milliardaires à Dubaï en font partie. Voilà, il en fait partie. Donc c'est une des personnes les plus riches des Émirats. Mais derrière, il a aussi un savoir-faire, c'est de faire venir, de faire croire aux investisseurs les projets qui mènent aujourd'hui. Donc diversification avec la distribution de grandes marques telles que Nike, Columbia, Lacoste, ainsi de suite. Il fait l'international. Créateur d'Eagle Hills, que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui. Maintenant, ça a changé de nom. C'est une holding, Amarna Holding, créée en 2014, qui va gérer donc la promotion immobilière sur Sharjah, par exemple, Mariam Island, et qui est présent en Égypte, en Jordanie, au Maroc, en Grèce. Il s'exporte de partout dans le monde aujourd'hui. Donc, il y a l'Égypte, ils sont en train de construire une grosse ville avec Emar aussi. Donc, ils sont là aussi dans le but de développer les villes voisines et les pays voisins. Et des résidences de luxe, donc au Maroc, Jordanie, Éthiopie. Il est aussi fondateur et créateur de la Zen Bank. C'est une banque 100% en ligne, donc qui est professionnelle et privée. D'accord ? Donc voilà, et aussi comment dire, dans l'hôtellerie de luxe qu'on va juste après en parler. Donc Emar, donc j'ai parlé aujourd'hui de Mohamed Alabar. C'est très important de parler d'Emar. C'est un leader mondial de l'immobilier incontournable qui est présent dans plus de 30 pays aujourd'hui, qui est présent au Moyen-Orient, qui est présent en Afrique, qui est présent en Asie, qui est présent en Amérique du Nord, d'où la venue aussi de Robert Debus, qui est fondateur de Ellington. Vous connaissez tous l'histoire. Donc il avait fait venir dans les années 2000 pour pouvoir aussi faire venir son savoir-faire, que lui, il était à la tête de Vancouver. C'est lui qui a créé Vancouver au Canada. Donc lui aussi, du coup, il a laissé en tant que directeur Emar Amérique du Nord et Asie. Et derrière aussi, il a fait venir des grandes personnes pour développer le secteur immobilier. Donc ça a été créé en 1997
Emar Properties s'impose aujourd'hui comme le plus grand développeur immobilier des Émirats arabes unis et l'un des leaders mondiaux du secteur. Le groupe s'est distingué par sa capacité à concevoir des véritables morceaux de ville, mêlant innovation, architecture, qualité de vie et rendement économique. Son ADN, c'est quoi? C'est créer tout simplement des projets visionnaires. Ce n'est pas seulement des bâtiments, mais Emar crée des villes dans des villes. D'accord? Donc visionnaire, intégrant à la fois immobilier résidentiel, du commercial, très important aussi de le savoir parce que le commercial représente un gros morceau de leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas seulement de l'immobilier, mais ils se sont diversifiés. Donc ils vont gérer des bureaux. Dans tous les quartiers où ils ont créé, il y a toujours des bureaux de business. Il y a des retail, donc ça veut dire des commerces, pas à la vente, mais à la location. Donc c'est des revenus générés qui vont les aider aussi à diversifier, à avoir du cash aussi pour développer la partie immobilière. Donc voilà. Donc les points clés, Emar. Donc Emar est coté en bourse, à la bourse à Dubai Financial Market. C'est la bourse de Dubaï. Il faut savoir qu'Emar est détenu à 30% par le gouvernement, donc les fonds propres du gouvernement. Et les 70%, c'est des flottes, en fait, c'est des actions d'investisseurs. Donc 70% d'investisseurs. Donc généralement qui sont locaux ou internationaux. Mais il y a une grosse partie en fait, des banques, des investisseurs locaux qui sont déjà dans les filiales ou des holdings du gouvernement. Donc indirectement, en fait, on peut arriver jusqu'à 70% d'entreprises locales, sociétés émiraties. Donc à plus de 70% émiratis, 30% par le gouvernement et le reste, c'est un marché international. Donc plus le flotte en fait, les 70% dans la bourse, et plus haut cette partie-là, plus ces parts-là sont très faciles à revendre. C'est pour ça que ce qui en fait qu'aujourd'hui, Emar est un promoteur stable financièrement et liquide en fait. Donc il y a plus de 7000 salariés, ça c'est plus ou moins sûr, parce que certaines personnes parlent de 14 000, 15 000, 20 000, mais généralement on va mélanger avec de la sous-traitance, des sociétés qui travaillent pour Emar. Mais ça c'est un chiffre qui revient en permanence chez Emar, 7000 salariés, c'est énorme. Donc j'ai dit tout à l'heure, c'est des projets dans plus de 30 pays, je ne vais pas les répéter. Le groupe gère plus de 20 milliards de dollars d'actifs dans le monde, donc qui est énorme. Hein. Quand je vous parle, c'est un ogre de l'immobilier, ce n'est pas seulement à Dubaï. Donc les actifs immobiliers résidentiels, commerce, hôtels, bureaux. Plus de 35 milliards de chiffre d'affaires annuel, donc sur 2024, contre 26 milliards en 2023. Depuis le Covid, c'est une augmentation constante. Donc c'est une société sûre. Là, on ne parle pas d'appartements ou de maisons, mais plutôt d'holding, de société. En fait, ils sont incomparables. Ce promoteur-là est incomparable par rapport au reste du monde. Il y a des promoteurs qui vont te faire des communautés, des petites communautés, mais par contre, ils ne vont jamais te créer des routes ou des écoles. C'est généralement la communauté, donc le pays, la ville qui gère en fait l'urbanisme qui va te créer des écoles. Donc on continue, il y a plus de 118 000 unités livrées dans le monde depuis 2002, d'accord, depuis la création de la marina. 1 million de mètres carrés de zones commerciales. Donc il y a aussi les hôtels et partenaires. Emar, c'est aussi des hôtels de luxe. Les hôtels The Address, qu'on connaît tous aujourd'hui à Dubaï. C'est ce qui fait la force d'Emar, c'est qu'il arrive à mélanger du luxe avec du résidentiel simple. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut habiter dans un quartier, il peut se retrouver à côté d'une résidence de luxe. C'est ce qui fait que les communautés prennent de la valeur. Donc, les hôtels The Address, très haut de gamme. Vida Hôtel, plus lifestyle et jeune. Palace, c'est des résidences avec des services hôteliers qui est généralement. Et Rove, je pense que vous connaissez aussi, qui sont présents sur tous les Émirats, qui sont à part entière une société d'Emar. Je vous mets ces deux photos-là. Pour moi, hein, c'est juste un constat. Le positionnement de Emar à Dubaï. Pourquoi je vous ai mis le Cheikh à côté de Mohamed Al-Abar? Donc le Cheikh aujourd'hui, il gère le fonds souverain. C'est le Cheikh de Dubaï, c'est lui le patron de Dubaï, il décide de tout, c'est lui qui a le plein pouvoir. Donc lui, il a créé un conglomérat de sociétés, de filiales qui s'appelle Dubai Holding. Je vous le fais juste en aparté, je ne parle pas d'Emar, mais c'est juste pour positionner Emar à Dubaï pour comprendre un peu le statut qu'ils ont à Dubaï.
le Cheikh gère Dubai Holding depuis 2004. Ça a été créé depuis 2004, sachant que Emaar existe depuis 1997. Donc, il y a un portefeuille étendu regroupant plusieurs entités. Dubai Properties, que vous connaissez tous, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui mélangent entre Dubai Holding, Dubai Properties, je pense, non? Question? Un petit peu. Donc, Dubai Holding, en fait, c'est Dubaï, c'est le gouvernement. En dessous, ils ont des sociétés immobilières, telles que Dubai Properties. Et dans Dubai Properties, on va retrouver les Nahil, on va retrouver les Meras, on va retrouver un petit peu tout ce qui gère l'immobilier. Jumeirah Group, on les voit, Jumeirah 1, 2, 3, tous ces quartiers-là, ça fait partie de ce groupe-là. Jumeirah Group qui va gérer les hôtels de luxe. Burj Al Arab, Marshal Al Arab, Madinat, Jumeirah Beach Hotel, Bulgari Resort, à Jumeirah Bay, que vous connaissez. Ça, c'est géré par le portefeuille de Jumeirah Group qui fait partie de l'État. Donc, on arrive à s'imaginer des quartiers qui sont livrés. Là, on est en train d'imaginer tout le bord de mer qui est géré par cette partie-là. Donc, Dubai Properties, le reste, Nahil. Donc, il y a la Palme, il y a la JBR, pardon. Il y a JBR, il y a Business Bay, il y a tout l'arrière Dubai Land qu'on connaît tous maintenant avec Zevilla, tu vois. Voilà, JVC, JVT, ainsi de suite. Tecom Group, qui est aussi coté en bourse, qui va gérer tout ce qui est technologie. Donc, Dubai Internet City, Media City et Knowledge Park. Et aussi, à la partie Dubai Park and Resort, c'est ce qui gère Legoland, par exemple, que vous connaissez, Global Village, Mansion Gate. Il y a plein de parcs. Bollywood qui a fermé il y a un petit peu de temps. Donc, voilà. Donc, toutes ces parties-là sont gérées aujourd'hui par Dubai Holding. Et ce qui ressort aujourd'hui à Dubaï, c'est Emaar. Il y a le Burj Khalifa, il y a Downtown, il y a la Marina. La Marina, c'est le premier quartier qui a été créé. Donc, ça a été la première pierre à l'édifice. Il fallait trouver des investissements. Personne ne croyait en Emaar. Hein. Il a créé Emaar comme ça, mais il s'est dit tu es qui en fait pour qu'on te donne autant d'argent pour qu'on construise la Marina avec un canal, une promenade, il faut s'imaginer. Donc ça a été compliqué, il y avait des difficultés au début. Ils ont suivi un petit peu cette personne-là qui a été visionnaire. Et aujourd'hui, il a commencé à livrer la Marina. Ils ont vu que ça portait ses fruits, donc ça a abouti. Et derrière, c'est parti sur Emirates Hills, Dubai Marina, Dubai Creek Harbour. Bon, on va les énumérer. Mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, Emaar, ils ont une place très importante à Dubaï. C'est le seul qu'on voit en fait. Pour moi, à moi personnellement, s'il n'y avait pas Emaar, on ne viendrait même pas visiter Dubaï. C'est vrai. Marina, les touristes à l'étranger et le Burj Khalifa avec Dubai Mall. C'est vrai, non? Mais en fait, on ne se souvient pas. Et oui, il y a la Palme, mais on ne sait même pas c'est Nahil. Il y a la Palme, oui, mais s'il y avait la Palme sans le Burj, je pense qu'il n'y a personne qui viendrait. S'il y avait la Palme sans la Marina, je pense qu'il n'y a personne qui viendrait. Parce que la Palme, juste fermée avec des gates, avec des barrières, des villas, je pense qu'il n'y a personne qui viendrait. Donc il y a tout ce développement-là aussi du gouvernement, en étroite collaboration avec ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'est un décideur du Dubaï 2040 et dans le futur de Dubaï. Donc parmi ces chefs-d'œuvre, les réalisations emblématiques d'Emaar, c'est bien sûr le Burj Khalifa, donc, qui a été livré en 2010 avec 828 mètres de hauteur, 163 étages. Donc il y a des résidences, il y a des bureaux et surtout la collaboration avec Armani. Donc Mohamed Al-Abar, il a fait venir Armani, cette marque-là aussi, pour promouvoir le Burj Khalifa. Donc un Burj Khalifa sans une marque reconnue à l'international, je ne pense pas que ça aurait fait le même bruit à l'international. D'accord? Donc, il y a un hôtel, il y a plus de 160 chambres Armani qui sont dedans. Il y a des appartements qui sont dessinés par Armani lui-même. Donc, c'est des résidences, ce n'est pas la partie hôtel. Il y a un lounge, spa. Donc, c'est une expérience avant tout. Et donc, des appartements tout court par Emaar qui sont vendus. Donc, il y a autre chose. Donc, le Dubai Mall qui a été livré en 2008 avec plus de 1200 boutiques, 200 restaurants. Et un aquarium qui est dedans, donc c'est un aquarium, la patinoire, cinéma, zone enfant. Il y a énormément de choses. C'est le mall le plus grand au monde et qui a aujourd'hui battu les records avec plus de 111 millions de visiteurs sur 2024. C'est pour moi le monument public qui a
qui a eu le plus grand nombre de visiteurs au monde. D'accord? Donc, si ça ne suffisait pas, Emaar encore a injecté de l'argent. Donc, je pense que vous le savez, 1,5 milliard de dirhams qui ont été investis pour rajouter plus de 279 boutiques, soit de luxe. Ils vont aussi rajouter des restaurants de luxe. Voilà. Donc, je pense que ça va être un petit peu de l'autre côté de la route vers Zabil et Park, enfin, le parking. Donc, je pourrais en citer d'autres, hein, mais là, pour moi, avec la marina, bien sûr, on va en parler juste après, sont les iconiques aujourd'hui de Dubaï. Donc, quelques dates des quartiers. Donc, des quartiers pensés pour vivre et investir. Pas seulement pour vivre, mais pour investir. On peut investir sans vivre. Aujourd'hui, c'est des quartiers sûrs. Donc, on est sur 2000, donc le lancement de la marina. Les premières livraisons vont avoir lieu en 2022. Donc, la marina avec le premier front de mer résidentiel, lifestyle urbain, gratte-ciel. Et il y a aussi un mall. Donc, il faut savoir que Emaar, comme je disais, ils ont diversifié un peu leur portefeuille avec de l'immobilier, du commerce. Il y a aussi Emaar Malls. C'est-à-dire que c'est cette entité-là de Emaar Properties qui va gérer tous les malls qu'il y a à Dubaï. Donc, tous les commerces ne sont pas vendus, comme j'ai dit, et ils sont loués. Donc, c'est de l'argent qui rentre chaque année et qui va améliorer la santé financière de… Donc, on a le mall à la Marina, Marina Mall, qu'on connaît tous, Dubai Hills Mall et bien sûr Dubai Mall. Ça, c'est les plus connus. Après, dans chaque communauté qu'ils créent, ils rajoutent tout le temps une partie petit mall, donc des commerces de proximité, pour éviter aux personnes de sortir de la communauté. Tous les lois différentes de tous les magasins, ça… Emaar Mall. Emaar Mall, après, il y a la partie bureau, il y a la partie ainsi de suite. Comme à Dubai Hills, par exemple, aujourd'hui, il y a toujours un coin business. Tous les locaux, on voit tous les promoteurs qui louent des étages, enfin, ils ne les achètent pas, ils sont en location. C'est de l'argent qui rentre, c'est des actifs. C'est incroyable. Donc, juste derrière, 2002, ça a été lancé Emirates Living. Ils ont créé la communauté la plus prestigieuse et la plus classe aujourd'hui à Dubaï, avec les maisons les plus grandes, plus de 2000, 3000, 4000 mètres carrés de superficie habitable, avec les terrains les plus grands qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Les terrains sont les plus grands. Donc, Emirates Living, donc Emirates Hills, avec un golf à l'intérieur. On a aussi The Greens à l'intérieur, à côté. Justement, en fait, c'est des petits secteurs dans la même localisation, et en fait, au budget de tout le monde. Emirates Hills pour la partie la plus exclusive et la plus chère. Donc, il y a The Greens, il y a The Spring, il y a Meadows, The Lakes. Donc, voilà. Donc, cette partie-là, avec la petite photo ici du golfe et des lacs. Donc, 2004, le lancement de Downtown. La partie Downtown, ils commençaient à construire les fondations du Burj Khalifa. Donc, et avec plus de 70 buildings Emaar construits autour du Burj Khalifa. On ne va pas les énumérer un par un. Derrière, la première communauté en périphérie de la ville qui s'appelle Arabian Ranches en 2006. Et bien évidemment, là on arrive à Dubai Hills, lancé en 2014, c'était du désert. Ils prenaient les personnes qui pensaient que Emaar lançait en plein milieu du désert. Finalement, on est juste à 10 minutes de downtown. Ils les prenaient pour des malades, mais aujourd'hui, on sait ce que ça vaut. C'est une des communautés les plus réputées, les plus demandées par les familles et même aussi par les investisseurs. Je m'arrête juste là rapidement pour vous montrer quand même la vidéo.
là, je vous ai montré en réalité, pas seulement sur une map, c'est quoi Dubai Hills, comment on touche du doigt en fait aujourd'hui quelque chose qui est faisable, qui était pour certains impossible à faire, mais c'est quelque chose que Emaar réussit à 100%. Quand Emaar touche, c'est du 100% réussi. Donc une communauté à part entière avec le 3e mall le plus grand de Dubaï qui est Dubai Hills Mall. On va retrouver des écoles, des hôpitaux, on va retrouver un business center, donc des bureaux, on va retrouver des zones résidentielles, des parcs pour les enfants, un lagon que vous avez vu juste avant. On va retrouver aussi une deuxième communauté. Il y a 2 communautés, côté villa de luxe avec un golf et l'autre côté des maisons mitoyennes, townhouse, donc maisons mitoyennes à peu près à tous les budgets. Donc voilà, c'est une communauté pour moi la plus complète de Dubaï et qui est hyper centrale. On va être à 10 minutes de downtown, à 10 minutes de la marina. C'est vraiment quand on le regarde sur une carte, je pense que difficile de faire mieux en termes de localisation, qui regroupe tout en fait. Donc Dubai Hills, derrière, qui arrive 2016-2017, mon quartier préféré, Creek Harbour et de Hotman en premier, qui m'a initié. Donc ça aussi, pour parler un petit peu de Dubai Hills, il n'est pas fini. Il y a encore des parcelles de terrain disponibles. Donc il y a encore des lancements qui sont prévus dans le futur par Emaar. Il faut simplement suivre un peu l'agenda en fait, des lancements Emaar pour préparer les clients. Parce que aucun projet aujourd'hui Emaar ne peut être vendu comme ça le jour de la sortie. Il faut être préparé à avoir déjà raté plusieurs lancements pour pouvoir se positionner. Et encore quand on se positionne, on n'est pas sûr d'avoir quelque chose. Donc derrière, c'est Creek Harbour. Donc il est beaucoup plus jeune, mais c'est un quartier, pour moi, c'est le 2.0 de downtown. Parce que là, on va mélanger l'aspect. Bon, il n'y aura pas de maison, c'est que des maisons mitoyennes, des townhouses auprès des immeubles. Mais par contre, ça va être beaucoup plus centre-ville, avec beaucoup plus d'espace vert par rapport à downtown actuellement. Parce que là, les trottoirs, il n'y a pas de verdure, il n'y a rien du tout. C'est vraiment le vrai centre-ville. Et à Creek Harbour, on va retrouver des lagons, des parcs. On va retrouver un lifestyle un peu différent, moins de touristes, beaucoup plus résidentiel et familial. Donc, je vais vous montrer donc la vidéo de Creek Harbour avec la mise à jour des constructions depuis janvier l'avantage pour vous montrer un peu l'étendue des terrains de ce qui reste à construire derrière.
Juste ça, c'était une photo prise ce matin. C'était là, en janvier. Du coup, Inès, elle n'est pas là. Elle avait sa copine, je crois, qui voulait vendre vite son appartement parce qu'elle n'allait pas être livrée fin 2026. Je pense que début 2026, ils ont les clés. Un peu comme Creek Palace qui était devant chez moi. Il devait être livré, pour le coup, notre ami Fad qui a pris là-bas. Qui devait être livré, je crois, en avril 2026. Et là, les clés en janvier 2025. Donc, il faut se préparer. Donc, Creek Harbour, aujourd'hui, représente l'endroit idéal, comme je pense la plupart de tous les quartiers de Aymar. Mais par contre, là, on a encore une grosse partie. On est à peine à 30-40% de développement de la zone. Donc, vous avez vu les terrains disponibles derrière, avec l'arrivée de la future Creek Tower, la tour la plus haute au monde, qui va détrôner normalement le Burj Khalifa. On verra d'ici là, mais en tout cas, il va avoir une tour. Donc, si on veut toucher les chiffres de downtown aujourd'hui, pour moi, ça va être le futur downtown 2.0 qui va être beaucoup plus amélioré, axé famille. Il va aussi avoir un gros mall, donc je pense qu'il va être l'équivalent du Dubai Mall là-bas. Il y a aussi le métro, 3 stations de métro qui arrivent. En fait, downtown, ils ont mis l'église au milieu du village, donc ils vont construire le Burj Khalifa pour attirer du monde et construire autour. Là, ils ne peuvent pas faire la même chose, ils ne peuvent pas faire la même erreur. Ça veut dire que derrière, toutes les constructions, elles vont exploser. Ils ne vont pas laisser la chance aux gens de gagner de l'argent tranquillement. Et Mars, c'est leur spécialité, c'est quand ils te vendent un projet, généralement à la remise des clés, c'est le prix du surplan de celui qui va acheter sur plan après. Donc soit tu as l'argent disponible pour acheter un bien déjà disponible, soit tu repars avec un apport de 20%, ainsi de suite. C'est ce qui fait la force aujourd'hui des Mars. Peu importe où tu achètes, dans toutes les communautés, ils te laisseront toujours, il y a toujours une stratégie. Ils ne sont pas gourmands, ils ne veulent pas aujourd'hui se dire Dubaï, ça attire tellement de monde et que là, ils sont capables de vendre entre 7 000, 8 000, 10 000 euros du mètre carré comme certains quartiers. Vous voyez ? Derrière, donc, on continue, 2018, Emaar Beachfront. Aujourd'hui, qui a enregistré du x2, x3 en termes de prix. Pour avoir un appartement, une chambre là-bas, il faut être autour de 800 et 1 million d'euros sur cette zone-là, contre des gens qui ont acheté autour de 250, 300 000 euros le one bed. Appartement, une chambre, au lancement 2017-2016. D'accord ? Emaar South aussi, quand on dit qu'Emaar est stratège, il sait où il se positionne et là où il se positionne, c'est stratégique. Là, il s'est positionné derrière le futur plus grand aéroport au monde, Al Maktoum, où l'État a investi plus de 250 milliards de dollars. Donc, s'ils investissent autant d'argent, c'est qu'il y a un retour sur investissement qui est calculé. Ils ne font pas ça, ils ne dépensent pas autant d'argent pour faire 400 portes d'embarquement dans un aéroport le plus grand au monde, juste pour le plaisir. D'ailleurs, l'aéroport actuel a dépassé les records au monde, plus de 100 millions de visiteurs sur 2024. Donc, Emaar South aussi, c'est une opportunité d'investissement ou de projet de vie parce qu'il y a quand même une zone aéroport et une zone industrielle et la future zone aussi de Jebel Ali. La nouvelle palme qui va faire 2 fois la taille de la palme Jumeirah. The Valley aussi, c'est un nouveau quartier créé à part entière par Emaar qui est après Silicon Oasis, donc dans la zone de Dubai Land. On est à moins de 25 minutes de route de downtown et qui représente un investissement sûr. Je vais vous montrer pareil une petite vidéo et surtout rentrer dans les chiffres un peu plus tard et vous montrer quels sont les chiffres réalisés sur cette localisation. Qu'on se dit, bon, notre cher Nico qui habite là-bas, qui s'y plaît et que c'est pas loin pour le coup, 25 minutes. Très bien. Voilà. Donc The Valley.
c'était la petite dernière vidéo. Je ne vais pas faire tous les quartiers, mais je voulais vraiment faire un mix de Dubai Hills, Cricarbourg où il y a encore de la place à la construction, The Valley qui est un exemple en fait d'Emar South. Ça va être un peu le même exemple de communauté. Il va y avoir des maisons mitoyennes et des villas pour tout type de budget pour le coup. Et donc on continue. Donc après The Valley, c'est 2019, Mila Rachid. Sur le port de Mila Rachid, je vais vous montrer juste la map pour vous rendre compte. Ça, c'est la zone de Mila Rachid qui a été récupérée par Emar en association avec des DP World, donc ceux qui gèrent le port de Maritime City. Et cette partie-là, donc il y a la phase 1 complète qui a été vendue. Et là, en ce moment, sur les lancements, on en est là. Et toute cette partie-là va être vendue, va être commercialisée. Pareil, ils vont détruire toute la partie portuaire pour en faire des habitations, des clubhouses, ainsi de suite. Et il va y avoir aussi une demi-lune qui va accueillir les villas les plus prestigieuses et les plus chères en bord de mer aux Émirats. Ils ne vont pas les commencer avant, bien sûr. Ils vont les faire après. Donc là, il y a un port qui est déjà existant. Ce n'est pas quelque chose qui est, je pense que pour certains l'ont visité. Ce n'est pas quelque chose qui est à construire. Il y a des yachts, ce qu'on appelle le Queen Elizabeth II, donc le bateau qui est historiquement connu, qui est devenu un hôtel-restaurant géré par le groupe Accor, donc par Dubaï, qui a été ramené par Dubaï. Et derrière, on va avoir des écoles, on va avoir un mall, on va avoir aussi la route qui a été améliorée pour venir de downtown et traverser jusqu'à Dubai Island. Et aussi, on va avoir une station de métro juste à l'entrée du quartier. Ça, c'est super important aussi. Et donc là, la zone de Maritime City, où il y a une grosse partie prise par Omniat et Beyond, qui a été rachetée. Donc on va avoir des centres commerciaux. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est la zone où on peut faire les mêmes chiffres que Beachfront fait sur La Palme. Donc on va avoir du résidentiel. L'avantage de Emar ici, ils n'ont pas choisi de mettre des buildings de 50 étages, mais plutôt des résidences de 18-20 étages. C'est très petit pour Dubaï et très petit pour Emar. Donc c'est un peu le style à la Riviera, ce qu'ils ont voulu refaire ici sur la marina. Et le yacht du Shir d'ailleurs, c'est le seul port qui est capable d'accueillir le yacht du Shir dans tout Dubaï. C'est la seule marina qui peut l'accueillir. Donc Mila Rachid, c'est fait. 2023, on a eu le lancement de The Oasis. The Oasis, Palmyra pour les premiers lancements. Les derniers lancements ont été faits début d'année avec Adresse et Palace. Pour moi, ça va être la 2.0 de Emirates Hills, mais elle va être beaucoup plus prestigieuse et luxueuse. C'est la seule communauté au monde qui va avoir plus de 60% dédiés aux commodités. C'est-à-dire qu'habituellement, dans les commodités, dans les résidences aujourd'hui, dans les communautés Emar ou à Dubaï ou dans le monde entier, généralement, on a 60% qui est dédié à la construction des résidences, 40% qui est séparé entre la verdure et toutes les commodités, piscines, lagons et compagnie. Sauf que là, on est inversé, c'est 40% de construction, 60% dédié aux commodités. Il y a 40% de verdure et 20% d'eau. On l'appelle The Oasis. On va avoir une oasis pour le coup, une oasis, c'est-à-dire on va avoir des flux d'eau qui vont circuler. C'est-à-dire il va y avoir un dénivelé. Je ne sais pas si on arrive à imaginer la chose. Mais en parlant de cette communauté, donc tous les gens qui ont fait du x10, x20 sur Emirates Hills peuvent faire énormément de plus. On va rentrer dans les chiffres tout à l'heure. C'est un peu l'équivalent en termes de communauté, mais acheter sur plan. Donc vous achetez sur plan aujourd'hui, que ce soit pour investir ou pour y habiter. C'est la communauté villa la plus prestigieuse qu'il va y avoir dans tout Dubaï. C'est The Oasis. Donc ceux qui veulent gagner de l'argent ou y habiter dans une nouvelle résidence, enfin une nouvelle communauté hyper UP, c'est ici que ça se passe pour les high tickets. Et la nouveauté, c'est que Emar ne fait pas les choses à moitié, c'est que généralement c'est juste des maisons. Là, sur la deuxième phase, ils ont mis le branding, c'est-à-dire ils ont rajouté une marque Palace et The Address dans les maisons qui ne s'est jamais fait à Dubaï. D'accord ? Le dernier en date, c'est Grand Polo. Petit Grand Polo où j'ai galéré. Grand Polo, pour le coup, c'est un sport Asie. Donc Asie, Inde, toute la partie Moyen-Orient, l'Angleterre. Donc c'est la seule communauté à base de polo. C'est la seule plus grosse communauté, la plus grande au monde, faite par Emar. Donc c'est ce qui fait encore la chose encore beaucoup plus exclusive. On n'a pas maison mitoyenne, mais beaucoup de villas
des villas de plus de 350 mètres carrés, allant jusqu'à 1000 mètres carrés habitables. Alors en fait, il y a plusieurs phases dedans. Ça dépend à quel moment tu rentres. Il y a 22 phases sur Grand Polo. Donc aujourd'hui, si tu rentres sur la première phase, c'est toi qui vas faire la plus grosse plus-value. D'accord? Sachant que chaque phase que Emaar lance, il rajoute 5% à chaque fois généralement pour les prix. Donc tu feras le calcul à la livraison. The Oasis par exemple, là, The Oasis, les premières personnes qui ont acheté il y a un peu moins d'1 an et demi, ils ont acheté du 8 millions, ils revendent aujourd'hui 10,5 sur des villas non brandées, ça veut dire pas de marque. Donc ceux qui se positionnent encore aujourd'hui, par exemple sur The Oasis ou Grand Polo, vont faire la même. Donc ils ont fait entre 15 et 20% sur The Oasis. Là aujourd'hui c'est la première phase, c'est ce qui va se passer généralement dans le futur. Ok. Donc là la map de Dubaï, c'est bien beau de parler des quartiers, mais il faut les situer. Donc Emaar South, on est juste derrière le nouvel aéroport. Donc là c'est la deuxième partie de Dubaï qui va être développée avec la palme Jebel Ali, qui est 2 fois plus grande que celle de Jumeirah. Donc avec un gros port industriel sur cette partie-là, les métros qui vont arriver dans cette zone-là. Derrière, donc il y a Grand Polo qui va être collé à l'extrémité de l'aéroport. Vous connaissez le petit quartier là aussi, c'est le lancement de Damak avec Riverside. The Oasis, c'est là. Donc en termes de taille, on est équivalent avec Emirates Hills, sauf que Emirates Living, il y a des villas et des maisons mitoyennes, des maisons de ville. Ici, avec toute cette superficie-là, il va y avoir seulement que des villas, pas de maisons mitoyennes. Donc, pour les petits budgets qui veulent acheter des villas, ça va être The 8, par exemple. Grand Polo, on est à partir de 6,2 millions en dirhams sur les prix de départ, sur cette partie-là. Ici, The Address, on commence à 13 millions de dirhams, mais pour des villas presque de 600 mètres carrés. Donc, Arabian Ranches 1 qui a été faite donc, en 2006, donc la première communauté en périphérie, parce qu'à la base, Dubaï, c'était que sur le long, d'accord? Donc après, derrière, ils ont commencé à faire Arabian Ranches 1. Je n'ai pas décrit le deuxième et le troisième qui vont être un peu plus modernes, qui est plus axé sur les familles, plus de parcs, plus de commodité. Ici, c'est un golf basique depuis 2006. Donc aujourd'hui, on enregistre quand même des plus-values parce que les gens font de l'achat sur des maisons déjà disponibles et pour faire de la rénovation et faire des plus-values ou pour y habiter. Dubai Hills, la marina qui est juste derrière JBR et la partie qui a été créée, c'est des îles artificielles qui s'appellent Beachfront sur la Palme. Donc là, on a Downtown, on a The Valley ici, on a Mina Rachid ici. Donc l'aéroport, on est à moins de 10 minutes. Donc le métro qui va passer juste à proximité. Et dernier en date, le dernier bijou de Emaar, on est là à Creek Harbour. Donc on a parlé des quartiers, présentation d'Emaar, Mohamed Alabar. Et il faut, bien évidemment, ce qui intéresse les investisseurs, c'est les chiffres. C'est bien beau d'acheter Emaar, c'est bien beau de parler d'immeubles, de lagons, de mer, bord de mer, du sable. Mais avec Emaar, on est sûr de gagner de l'argent downtown. Sur les 10 dernières années, on est à plus de 200% de plus-value. On est sur du 30% sur les 3 dernières années, 26% exactement sur les 3 dernières années, 120% sur la marina, pour les gens qui ont acheté au début à la marina. Et ça continue d'évoluer encore une fois. Emaar Beachfront, je les ai fait pas depuis le lancement, juste sur les 3 dernières années, on a plus de 55%. C'est-à-dire que tu as acheté il y a 3 ans, tu revends aujourd'hui, tu as fait 50% sur ton prix. Je ne parle pas sur le capital investi. D'accord? Ça, c'est l'augmentation du prix au mètre carré, moyen. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont acheté un petit peu moins cher et d'autres qui ont acheté plus cher. Ça dépend des unités. Est-ce que les appartements sont vue mer, sont étages élevés, ainsi de suite. D'accord? Creek Harbour, par exemple, c'est 24% sur les 3 dernières années et 18% sur les loyers sur les 3 dernières années aussi. Non, sur l'année dernière, pardon. 18% de plus en loyer. Donc là, on parle chiffres. C'est ce qui intéresse les investisseurs, c'est ce qu'ils mettent sur la table, qu'est-ce qu'ils vont gagner. Je vais vous montrer un petit peu Dubai Hills. Donc Dubai Hills, c'est très facile. Hein. Depuis 2020, en valeur, on est à x8 en valeur. 2,7 milliards de dirhams en 2020. Aujourd'hui, 22,3 milliards de dirhams en vente, en volume de vente. D'accord ?
Le volume, c'est pareil. 982 transactions en 2020. Là, aujourd'hui, on est sur du 2024 à 7000 transactions. Je le fais rapidos. Prix au square feet, pareil, prix au mètre carré. On était à 1216 dirhams du square feet, donc un peu moins que JVC il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est à 2003 dirhams du square feet, c'est l'équivalent de 6000, 6500 euros du mètre carré. Donc encore très accessible. Ce que j'aime bien chez Emma aujourd'hui, si tu achètes à Cricarbourg, si tu achètes à Dubai Hills, si tu achètes aujourd'hui à Mina Rachid, c'est exactement le même prix au mètre carré. C'est du, on aime ou on n'aime pas Emma, mais en tout cas, c'est du gris, comme elle a dit Mohamed Alabar. C'est du gris, c'est du beige, c'est du blanc, mais les mêmes layouts, donc ça veut dire les mêmes plans d'appartements. On aime ou on n'aime pas. Par contre, la communauté, ce qui te vend Emma, c'est la communauté derrière. Donc 2300 dirhams du square feet, je pense qu'en localisation premium avec un top promoteur, je pense que d'autres promoteurs profiteraient du marché actuel pour exploser les prix. D'ailleurs, c'est ce qui se passe un petit peu, je ne vais pas les citer, mais dans certaines zones où Emma va vendre du 2300 dirhams du square feet, on va vendre à plus de 3000 dirhams du square feet. Donc énormément de différence, sachant que dans tous les cas, c'est Emma qui fait la pluie et le beau temps du marché. Là où il s'implante, Emar, il faut suivre. Donc il y a Emar et il y a les entreprises aussi de Dubai Properties avec Nakhil, Meras. Là où il s'implante, il faut y aller. Il ne faut même pas se poser la question, est-ce que c'est un bon promoteur, est-ce que c'est un bon projet, est-ce que tu es sûr que ça va prendre de la valeur. Si eux, ils prennent de la valeur, tu es sûr de prendre de la valeur. Cage d'escalier, ça prend de la valeur. Volume, Wenbed, en termes de volume 2020-2024, très rapidement, x12, x16 sur les 2 beds. En valeur, c'est x23 sur les Wenbed. Donc augmentation des prix aussi, ce qui veut dire c'est augmentation des prix. Et même l'augmentation des prix, il y a encore plus de transactions. Que les gens achètent, ils savent que ça va prendre de la valeur. x29 sur les 2 beds. Là, c'est pareil. C'est 2020, on avait 220 millions de dirhams de volume de vente sur les Wenbed à moins de 1,5 million. C'est ce qu'on voyait avant sur les Wenbed avec du post-handover. 99%, c'était au moins de 1,5 million. Aujourd'hui, on inverse, on monte de 79% en 2024. Ça passe sur ce créneau-là, 1,5, 2,5. Sachant que là, du 1,5 à 2,5, on mélange le résidentiel normal et les marques comme The Address et Palace. Ça ne veut pas dire que les prix de départ, il y a de tout dans le quartier Emar. Les nationalités, c'est très important aussi. Très, très important. Regardez bien le classement sur les top 20. On retrouve toujours de toute façon les Indiens, que ce soit résidents ou non résidents. 12%, ils prennent la plus grosse part de marché avec les Pakistanais et les Anglais. Les Anglais, et ce qui marque aujourd'hui les Émirats Arabes Unis. On va se dire, ouais, c'est bien, ils investissent dans leur pays. Mais moi, ce que je vois, en fait, c'est qu'à l'époque, j'en parlais avec Osman justement, à l'époque, on ne les voyait pas. Enfin, tu peux regarder en arrière, ils n'y étaient pas dans les transactions. C'est qu'ils ne croyaient pas trop à l'immobilier peut-être du pays. Ils investissaient où? En France, donc en Europe, Angleterre, Amérique, un peu de partout, sauf ici. Sauf que là, ça s'est inversé. Ils savent que le pays est sain, ils savent que les finances sont saines, ils savent qu'ils peuvent faire beaucoup plus d'argent ici sans impôts que s'emmerder en Europe ou ailleurs. D'accord? Et bloquer leurs fonds à l'étranger. Donc là, on a toutes les nationalités, vous pouvez les voir. Les Français, 9e. 9e quand même avec 3%. C'est énorme. C'est énorme. Vous allez voir juste la part du marché de Dubai Hills, juste Dubai Hills sur le marché 2024. Ça représente 5%, 5,5% du part de marché dans les transactions immobilières. Vous imaginez juste un quartier faire 5% et demi, 5% ou 6,5%? 5% et demi. Voilà. Et sur le marché, donc ça c'est le marché primaire. Marché secondaire, 6,5. Ça veut dire que autant 5,5, il y a beaucoup de transactions sur, c'est une part de marché qui est prise par Dubai Hills. Et sur le marché secondaire, c'est que ça veut dire s'il y a une demande sur le marché secondaire, des end users, ça veut dire que c'est les gens qui veulent y habiter, qui achètent cash des biens déjà livrés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est plus haut que ça, c'est que ça veut dire que acheter aussi sur plan veut dire que ne vous inquiétez pas, vous allez revendre plus cher et vous allez retrouver un repreneur.
Je passe à un exemple de communauté villa, petite, donc The Valley, avec la dernière phase qui a été lancée, pour montrer un petit peu les chiffres des maisons mitoyennes et des villas, qu'est-ce que ça donne. Et les gens qui disent c'est loin, par rapport à quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, là où il se positionne Aymar, il faut y aller, quoi qu'il arrive. Il faut juste regarder ses intérêts. Donc on va rentrer. Yes. Désolé, tac. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. D'accord. 2020, 630 dirhams du square feet. Jusqu'à aujourd'hui, on est à 1370 dirhams du square feet, l'équivalent de 3600 € du mètre carré pour une communauté villa de Aymar. Une augmentation de 115% depuis 2020. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est plus de x2 en termes d'investissement, sachant qu'encore une fois, il y avait des personnes qui ont acheté ici avec des plans de paiement après remise des clés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils revendent avec des plus-values. Il y a encore un plan de paiement qui continue après la remise des clés. Chose qui n'existe plus aujourd'hui sur le marché et encore plus chez Aymar. C'est l'équivalent du prix, même pas du prix au mètre carré de JVC. Rapidement, donc ça c'est la communauté, la phase 1 et la phase 2. Je vous avais montré tout à l'heure en vidéo. Et il y a encore d'autres terrains qui sont achetés par Aymar. Pour la construction encore d'autres zones. Il y a plus de 4,55 millions de mètres carrés de superficie totale. Quelques photos des communautés qui vont être livrées par Aymar, avec des rivières, des prairies, des forêts, il y a un peu de tout. Hein. Et des commodités, donc il y aura toujours, chaque cluster aura sa piscine, même pour les maisons mitoyennes qui ne possèdent pas de piscine. Rapidos. Donc ça, c'est la dernière qui a été lancée à The Valley. Donc celui qui veut acheter sur les futurs projets, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a eu avant pour pouvoir acheter et surtout attendre les inscriptions pour pouvoir se positionner. C'est la guerre aussi sur The Valley avec un... Ouais, c'est la guerre. Ouais. Moins peut-être que Grand Polo, parce que là, c'est la seule communauté où tu peux mélanger polo, centre équestre pour les familles qui sortent de la résidence, de la communauté, pour envoyer les enfants faire du cheval. Ils l'ont à la maison en fait. Tu n'as plus besoin de sortir, tu as tout à la maison. C'est la seule aujourd'hui au monde qui peut t'avoir ça. Et surtout que Grand Polo, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les gens qui ont raté le train sur The Oasis, ils ne pouvaient pas acheter The Oasis, ils ont tous basculé sur Grand Polo. C'est ce qui a fait que ça a explosé. Quelques photos des maisons, c'est surtout les chiffres, hein, je parle. Donc 350 mètres carrés habitables, c'est des maisons mitoyennes, des villas mitoyennes pour le coup. Et pareil, les investisseurs, si vous regardez bien encore, les Français ne sont pas là. Ils ont toujours un train de retard. Dubai Hills, hein? Ouais. Ils sont rentrés un peu dans le tard à Dubai Hills quand, oui, ça y est, à la mode, ça s'est construit. Généralement, ils n'achètent pas sur du sable. Et encore, The Valley, on ne les trouve pas là, mais on va les retrouver, je pense, l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais c'est déjà trop tard. Donc, il faut suivre, en fait, où ces nationalités-là investissent. Il faut suivre juste ce marché-là. C'est eux qui sont les plus nombreux au monde, entre juste les Indiens, les Pakistanais et les Chinois. Donc, ça veut dire que demain, si tu achètes avec Aymar ou avec un promoteur où il y a ce type de nationalité, tu es sûr de trouver, je pense, 3 clients sur 4. C'est là. Eux, ils achètent, ils ont du cash. Ils investissent, il y a des problèmes de fiscalité dans leur pays. Donc voilà. Donc en fait, acheter Aymar, acheter ces communautés-là, que ce soit appartement ou maison, il faut savoir, donc pour l'achat-revente, même pour vos clients, il faut savoir qui achète. Pas seulement des petites nationalités, mais si eux, ils achètent, achetez. Vous savez qu'à la remise des clés ou après remise des clés, il y aura toujours un comme ça qui va venir soit s'installer, résidence secondaire ou d'investissement. Ils ont du cash, ils veulent que ça travaille de suite. Les prix au mètre carré, prix au square feet, pardon. Mais juste pour comparer. Hein. Donc, District 1 aujourd'hui, pour avoir une 4 chambres de 400 mètres carrés, on va être autour de 15-16 millions cash. Donc, 3200, 3300 dirhams du square feet. Et donc, il n'y a pas énormément de distance hein, pour le coup. Hein. Tout ça, c'est quartier de Maiden. Et là, donc, The Valley,
qui est autour donc, de Global Village, Academic City, ainsi de suite. Là, vous voyez les prix au square feet. 3002, 3003, 1006, 1007, 1005, 1006, 1007 Al Ain Road. Là, c'est sur Shoba, Elwood, qui sont juste là. Seulement 1296 dirhams du square feet sur le dernier lancement. C'est moins que Arjan et GVC, c'est moins que Dubai Land, résidence complète sur des appartements. Donc c'est très important de regarder le prix au mètre carré quand on achète des résidences. Pas seulement le prix, il faut voir les superficies, il faut aussi voir qui est le promoteur. Voilà, donc très exclusif aussi d'avoir des villas, par exemple sur le dernier lancement, 370 unités, les seules qui sont au milieu du parc, on sait que c'est prise de valeur. Voilà, et les plans de paiement Emar, c'est du SEM, c'est 10% tous les 6 mois, 80% pendant la construction, 20% à la remise des clés. Ça, c'est la partie donc, maison mitoyenne. Le dernier où je pense qu'il y a, c'est neuf et en même temps, il y a encore de la place. Il y a encore beaucoup d'argent à se faire pour les investisseurs ou même pour y habiter pour le coup. C'est Cricarbourg. On reprend, bon, c'est moins que Dubai Hills, parce qu'il est arrivé juste après, mais il va tout droit, comme a fait son grand frère Dubai Hills, x4 en termes de volume, en termes de transactions. En valeur, c'est plus de 10 milliards en 2024 contre 1,5 milliard en 2020. Prix au square feet, encore beaucoup plus rapide que Dubai Hills, là pour le coup, parce que là, on se disait qu'il y a la future Creek Tower, la tour la plus haute au monde qui va sortir. On est à l'avantage d'être à 10 minutes du Burj Khalifa. On a une réserve naturelle de Ras Al Khor, on est à 10 minutes de l'aéroport, on a des écoles qui sont autour. Et surtout que dans cette communauté, comme par rapport à Dubai Hills, il y a 0 autre promoteur. Dubai Hills, il y a quelques terrains où ils ont vendu à certains promoteurs. Là, c'est 100% Emar. Si un appartement Emar prend de la valeur, toute la communauté prend de la valeur. C'est ça qui est bien. 57% d'augmentation sur le prix au square feet, donc le prix au mètre carré. Et encore, hein, on est à 2428. 2428, c'est le prix sur les one bed. Si vous prenez par exemple un 3 bed, on est autour de 2100 dirhams du square feet. Je mets au défi, je pense, à quelqu'un de trouver ces prix au square feet sur des promoteurs pareils. Donc volume, pareil, x3,5, x4 sur les 2 beds. C'est le même exercice que il y a une augmentation des volumes et des valeurs. Donc là, on repart. Les nationalités. Encore une fois, les Français sont en retard. Toujours. Ils ont été à Dubai Hills, pas The Valley, et pas là non plus. Mais ils vont arriver. Certains Français vont arriver s'ils comprennent en résident, non résident. Ils sont 8e, c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils sont 9e, 2%. 3% sur Dubai Hills, 2%. Ça leur a servi de leçon, je pense, Dubai Hills. Que maintenant, ils commencent à être de plus en plus au courant du marché. Mais malheureusement, sur le marché francophone, tous les Français achètent très rarement avec les Français parce que les agences francophones aujourd'hui sont focus sur peut-être d'autres projets où c'est très compliqué d'avoir des unités à Emar. Si aujourd'hui on propose du Emar, c'est que à 200%, vous regardez l'intérêt du client et pas notre intérêt. Je sais que c'est très compliqué d'avoir des unités. Il faut que le client comprenne aussi. Des fois, on a peur de perdre le client. On va partir sur quelque chose qui est plus prenable, d'accord ? Mais par contre, je préfère sur les 4 clients, il m'en reste 2 qui vont me suivre l'aventure, qu'ils ont compris, qu'ils ont raté des opportunités, qu'il faut attendre les futurs lancements. Ceux-là, ils vont rester à vie, ils vont gagner de l'argent. Je préfère en avoir 2 que 5, 6 qui sont volatiles, qui veulent juste suivre la vague en fait. Donc je préfère travailler avec des personnes, si on y arrive bien sûr, parce qu'on n'a pas ces tickets-là tous les jours, mais la communication est à faire aussi, on est des Français. Si on connaît tous ces chiffres, on connaît qui est Emar, on connaît les chiffres généralement du marché, l'investisseur basique, bon attention, ce n'est pas fait pour tout le monde. Emar, les tickets, comme la plupart des autres promoteurs, ne sont pas faits bien évidemment pour tout le monde. Un appartement, une chambre, on est autour de 400 000
450 000 euros pour un appartement, une chambre de 70 mètres carrés. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Par contre, il y a beaucoup de transactions qui se font comme ça sur le marché avec les Français. Donc, celui qui achète ailleurs, il n'achète pas Aymar à ce budget-là. C'est que pour moi, il n'a rien compris. C'est ce que je dis sur le marché secondaire, quand tu as un appartement Aymar, quand tu expliques que j'ai un appartement en one bed à tel prix, l'autre il a un appartement d'un autre promoteur à tel prix, et quand tu sais que c'est Aymar, tu lui dis juste, il sait juste, il va se renseigner que c'est le promoteur qui a construit la Marina, le Burj Khalifa, Dubai Mall, Krikarbour, Mina Rachid, toutes les communautés aujourd'hui de Dubaï qui sont visitables. Le mec, il comprend de suite, il se dit mais j'achète, je ne me prends même pas la tête, je ne vais même pas chercher à comprendre qui est le constructeur, qu'est-ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, avec Aymar, on a la certitude, l'avantage d'avoir des livraisons en avance même. Dans tous les cas, le mot de la fin, quoi qu'il arrive, là où tu investis avec un promoteur semi-gouvernemental ou gouvernemental, que ce soit Aymar, Nakhil, Meras ou quoi, tu es sûr de gagner de l'argent. Parce qu'il possède ces terrains-là, il crée des communautés dans des localisations premium. Tu es sûr de gagner de l'argent. Même en fin fond du désert, tu vas gagner de l'argent avec ces promoteurs-là. Ils sont étatiques. Ce n'est pas un promoteur qui sort de nulle part, il te dit oh, je te plante un immeuble en plein milieu là-bas et tu vas aller gagner de l'argent. S'il n'y a rien autour, ça ne va pas prendre de la valeur. Donc là, on a parlé chiffres. Rapidement, là, c'est les unités déjà livrées. C'est des carrés qui représentent le volume. Bon, ce n'est pas hyper beau, mais c'est juste pour dire là où il y a les plus gros carreaux, c'est là où on a le plus de concentration de livraison. Donc là, c'est Dubai Hills. Non, pardon, Downtown, qui est déjà, pardon, excusez-moi, Downtown, aujourd'hui, qui est déjà livré. Krikarbour, on a énormément de livraisons. Donc, il y a beaucoup d'unités, comme c'est des gros buildings, donc on a quand même beaucoup d'unités. Dubai Hills, on se dit que c'est juste derrière ou équivalent à Krik, parce qu'il y a énormément de plats avec des villas. Donc, on croit que le quartier est énorme, parce qu'en fait, c'est des grosses communautés villas. Donc, si on compte les villas en unités, il y a moins d'unités que Krikarbour. Après, derrière, Dubai Marina, The Spring, ainsi de suite. Ça, c'est ce qui est déjà livré. Et ça, c'est ce qui va être livré. Tout ce qui a été lancé. Tout ce qui a été lancé. Donc, encore Dubai Hills. Il y a encore des livraisons qui sont prévues. C'est pour ça que je disais, il y a encore de la place pour les investisseurs. Krikarbour, pour moi, à 200%, il faut se focus dessus. Parce que là, il y a encore du travail. Avant d'arriver à la Krik Tower, on pourra regarder le master plan. Il y a encore de la place. Pour l'instant, il y a, je pense, entre 30 et 40% de développement de la zone. Et ils vont faire tout autour, ils vont tourner autour du pot pour mettre la cerise sur le gâteau en plein milieu avec la Krik Tower. Et quand elle arrive, bah, c'est fin du game, c'est de l'argent, ou sinon c'est trop tard. Si tu as envie de rentrer sur ce quartier-là, soit tu poses du cash, soit tu fais demi-tour. C'est comme ça. Donc les livraisons, par exemple, sur 2024, en fonction des promoteurs. Part du marché, 18% que par Aymar sur l'année dernière. Donc le plus gros, la part du gâteau la plus grosse, c'est ça. En termes de transactions immobilières aussi, c'est toujours Aymar le plus gros, c'est plus de 20% sur la part du marché. Vous imaginez, sur les transactions immobilières de janvier à décembre, c'est Aymar qui détient presque 20% des parts du marché. Donc là où ils vont, en fait, il faut suivre. L'avantage, c'est qu'ils ont toujours des lancements tous les 15 jours, tous les mois. Et à toutes les communautés, bah, ils ont commercialisé. Bah, ils vont lancer un immeuble là-bas, un cluster par-ci, un immeuble ici, ils reviennent. Donc ça veut dire qu'un client Aymar, soit on a le budget pour entrer sur les appartes ou les maisons. Donc ça veut dire qu'il faut juste suivre le plan des lancements, le planning des lancements pour pouvoir se positionner à l'avance. On n'arrive pas le dernier jour. De quoi? En livraison, non, il n'a pas livré grand-chose l'année dernière. Donc la dernière question, pourquoi investir avec Aymar? Aymar reste un choix de préférence pour les investisseurs à Dubaï et voici pourquoi. Bah, tout d'abord, c'est un promoteur fiable, reconnu pour le respect des délais et la qualité de livraison. D'ailleurs, les promoteurs semi-gouvernementaux et gouvernementaux, ça a été validé il n'y a pas longtemps, mais c'est les seuls aujourd'hui où on est capable de faire un mortgage, ça veut dire un crédit à partir de 50% de plan de paiement, enfin du cash déjà déposé, sachant que normalement pour tous les autres promoteurs, c'est la dernière partie restante à la remise des clés qui est
qui est peut-être finançable. C'est tout. Après, ça dépend combien il peut emprunter. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est un gage de sécurité pour l'investisseur. Il sait que les banques vont suivre parce qu'ils savent que Aymar livre à temps et il va finir son projet. Il ne peut pas contracter un crédit à quelqu'un si on n'est pas sûr de livrer l'appartement ou la maison. Donc il y a une forte demande locative portée par les expatriés, les voyageurs et les entreprises. Ça, c'est bien évidemment normal parce que les gens, de plus en plus à Dubaï, cherchent quelque chose qui est toujours au-dessus de l'autre, au-dessus, 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 avec des commodités, des distances en fonction par rapport au travail, les écoles, les parcs. En fait, c'est un lifestyle. C'est vraiment un lifestyle un mode de vie en fait. Un mode de vie, généralement, celui qui habite à Dubaï Hills, il va jurer que par Dubaï Hills. Généralement, il ne ressort plus de là-bas. Celui qui va à Creek, il ne ressort plus de là-bas. Celui qui va chez Meras, par exemple le quartier de la mer, il va jurer que par ce quartier. Soit on tombe amoureux, on ne tombe pas en fait. Et dans tous les cas, en termes de commodité dans ces quartiers-là, c'est les plus aboutis à Dubaï. Donc quartier livré avec toutes les commodités, on le voit dans tous les quartiers. Hein. Une excellente liquidité à la revente grâce à la notoriété des projets. Ça, c'est très important de le souligner, comme je le répète encore une fois. C'est très liquide quand c'est hyper connu, que c'est stable, que c'est fiable. Voilà. Porsche 911, il y en a sur le marché, mais c'est un ticket, c'est vrai. Mais même s'il y a énormément d'exemplaires, ça se vendra toujours, ça trouvera toujours preneur parce que c'est fiable, c'est beau, c'est du Aymar. Des plus-values solides constatées historiquement sur l'ensemble des projets livrés. L'avantage avec ce promoteur, c'est qu'on a un historique pour le coup. C'est qu'il y a des datas. On n'est pas en train de proposer un promoteur. On se dit peut-être que ça va faire. Les gens qui ont acheté à la marina, vous imaginez, il n'y avait rien. C'était du désert. Il y avait un canal qui a été creusé comme Jebel Ali là, derrière, parce qu'ils veulent faire la même chose. À Jebel Ali, ils veulent faire la même marina à l'arrière. Imagine, sans connaître le reste, aller investir à Jebel Ali aujourd'hui. Est-ce que tu mettrais 250 000 euros, 300 000 euros pour un appartement? Il faut croire en fait à la vision du cheikh de Dubaï, en fait, tout ce qui s'ensuit. C'est qu'aujourd'hui, les plus grosses fortunes mondiales viennent ici, pas seulement pour la fiscalité, mais pour la sécurité de la famille, l'éducation, le mode de vie, le lifestyle. Tu laisses ta voiture ouverte, démarrer, il n'y a personne qui va te la prendre. La maison ouverte, il n'y a personne qui va rentrer. Personne ne mettra un coup de clé sur la voiture. Personne ne va toucher ta femme à 3 h du matin avec les enfants dans la rue. Peut prendre le métro tranquillement. Le métro, en plus, c'est un des premières classes, classe business, c'est séparé. Tout est fait en fait pour vivre en harmonie. Il y a un service à la personne qui est incroyable. Et on a du soleil, la chaleur, il y a la clim, il y a tout ce qu'il faut. Et on est hyper central, on est à côté de l'Asie, à côté de l'Europe, à côté de l'Afrique. Il y a une fiscalité super bonne. Je pense que tous les ingrédients sont réunis déjà en parlant de Dubaï. Si on parle de Dubaï, généralement, tous les promoteurs se portent bien. Et si Aymar se porte bien, tous les autres petits vont se porter bien. Donc n'importe où vous investissez, n'importe où vous mettez votre argent, il faut juste simplement choisir le bon promoteur et le bon projet. Voilà pourquoi je dis que ces projets-là sont hyper liquides, parce que les personnes qui vont acheter dans ce type de promoteur, ils ont du cash. Ils n'ont pas seulement 20%, ils se disent « est-ce que j'ai le reste pour finir le plan de paiement ?» C'est pour ça qu'on ne dérègle pas le marché. Les gens qui achètent, ils ont minimum 50-60% pour aller au moins à la moitié, minimum. Et même s'il est en difficulté pour revendre, il y aura toujours le voisin du palier qui va acheter l'appartement. Parce que quelqu'un il se dit « bon, il est en difficulté, je vais l'acheter au prix qu'il a acheté, donc je ne vais pas dérégler le marché. » Ou même Aymar te le rachète, l'avantage. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens perdent de l'argent parce qu'il y a des gens qui prennent peur pendant la construction ou n'ont plus d'argent pour finir le plan de paiement. Ils le vendent en dessous du prix du marché. C'est ce qui dérègle le marché. Du coup, la personne qui attend pour faire la plus-value, les gens vont se baser sur les transactions. Donc, ils vont faire chuter le prix de l'immeuble et des appartements. Alors que là, c'est une communauté complète. Ce n'est pas possible d'avoir un appartement ou 2 appartements ou 10 appartements qui vont flinguer pour moi la valeur du quartier quand on parle de 7 000, 8 000 transactions. Voilà, en plus, cerise sur le gâteau encore, c'est que
Emma a encore acheté, je ne sais pas si vous avez vu, Ras Al Khor, enfin Al Khouz, Al Khouz là, plus de 3 milliards de dirhams de terrain encore. On ne sait pas exactement où c'est, mais ils ont acheté ces terrains-là. Donc l'expansion encore du Dubai Mall, qui en dit long sur la stratégie long terme de Dubaï et de Emaar. Et il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? La station de métro la plus haute au monde, qui va être inaugurée le 9 septembre 2029 à Cricarbourg. Voilà. Hein. Allez, allez.